Lors de la chute du fascisme et de l'exécution de Benito Mussolini en 1945, Eda Mussolini, la fille aînée de Benito Mussolini, a vécu l'un des épisodes les plus traumatisants de sa vie. Elle a été témoin de l'exécution de son père, pendu à côté de son amante Clara Petacci sur la Piazzale Loreto. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans le gouvernement, Eda était très proche du pouvoir en tant qu'épouse de Galeas. Ciano, ministre des Affaires étrangères, est l'un des hommes les plus influents du régime. Cependant, lorsque son mari fut exécuté sur ordre de Mussolini lui-même en 1944 pour trahison, Eda rompit avec son père et s'enfuit en Suisse avec des documents secrets connus sous le nom de journaux de Ciano. Là, elle fut capturée par les autorités alliées et plus tard remise à l'Italie, où elle fut emprisonnée pendant 2 ans. Après sa libération, il vécut discrètement et écrivit ses mémoires. D'autres descendants de Mussolini ont également eu une présence publique en Italie. Sa petite-fille Alessandra Mussolini, ancienne mannequin et actrice, était députée et eurodéputée, défendant l'héritage familial. Sa fille Caterina a montré un intérêt politique, bien que discret. Rachele Mussolini, petite nièce du dictateur, est désormais conseillère à Rome pour Fratelli d'Italie. Chaussures suspendues, la capture et l'exécution macabre du leader fasciste Benito Mussolini. La Fiat 1100 roulait à toute vitesse sur la route qui relie Milan à la petite ville italienne de Dongo. Le conducteur, le partisan communiste Walter Audisio, plus connu sous le nom de Colonel Valerio, regardait droit devant lui, évitant tout contact visuel avec ses passagers. Sur le siège arrière, le leader fasciste Benito Mussolini et son amante Clara Petacci se tournaient et se retournaient nerveusement. Berlin était tombé aux mains des soviétiques et les troupes alliées libéraient l'Italie une ville à la fois, dans une avancée incessante qui promettait l'impossible retour au pouvoir du duché. Malgré tout cela, Mussolini s'attendait à être traduit devant un tribunal civil et nourrissait un vague espoir de s'échapper vivant avec sa femme. L'homme assis à l'arrière de la Fiat avait créé le fascisme dans toute l'Europe. Après avoir pris le pouvoir en Italie, Mussolini servit de grande inspiration à un autre dictateur qui mourut finalement aux côtés de sa femme, Adolf Hitler. Bien que le pouvoir de Mussolini se soit avéré bien inférieur à celui du Führer, à long terme, l'Italien a étendu le mouvement nationaliste d'une main de fer dans tout son pays. L'ordre que les chemises noires ont apporté en Italie était chargé de sang et de plomb, et des millions de personnes ont été assassinées dans les quartiers les plus pauvres des provinces, tandis que les Roms, les Juifs et d'autres groupes ethniques étaient déportés dans des camps de concentration. La plus grande différence entre Hitler et Mussolini est que l'Italien a produit un désastre militaire après l'autre pendant la Seconde Guerre mondiale, au point de nuire à ses alliés allemands, ce qui a conduit la Wehrmacht à refuser de combattre aux côtés de l'armée royale italienne. Mais ce souhait a été complètement brisé lorsque Audisio a conduit la voiture dans une ferme isolée et a forcé ses passagers à sortir. Là, l'attendait un peloton d'exécution composé de miliciens, rebelles du Parti communiste qui avaient combattu aux côtés des forces alliées pour libérer l'Italie du joug du fascisme. Le grand chef des chemises noires, qui fut autrefois l'inspiration de Francisco Franco ou d'Adolf Hitler lui-même, fut conduit vers le mur avant de la maison. Là, il affronte son destin final, aux côtés de la femme qu'il aimait. Il existe plusieurs versions des dernières secondes du Duce, racontées par ses propres bourreaux. L'un d'eux a dit qu'il se comportait comme un lâche et qu'il ne pouvait pas regarder les fusiliers dans les yeux. Un autre prétend qu'il s'est redressé avec un regard hautain et a crié « Visez le cœur !» Quoi qu'il en soit, Benito Mussolini est mort le 28 avril 1945 à 4 heures de l'après-midi, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Italie. Mais bien que la guerre contre l'Axe soit terminée, les communistes italiens considèrent la mort du Duce comme une punition exemplaire. À la fin du mois d'avril, Hitler était toujours dans son bunker, même si l'armée rouge marchait dans les rues de Berlin. Les corps de Mussolini et de sa maîtresse ne furent pas enterrés après leur mort, mais furent chargés sur un camion et transportés à Milan, où ils arrivèrent le 29 avril. Bien qu'il fût interdit de toucher le corps du fasciste pendant le transport, une fois arrivés dans la métropole, les partisans les exposèrent publiquement sur la place Loreto. Là, les restes de Mussolini et Petacci furent soumis à toutes sortes d'abus, de la part d'une foule pleine de haine,
des partisans communistes, de la police et même des pompiers de Milan. Dans l'après-midi, les coups, les coupures et autres profanations avaient laissé le corps du duce méconnaissable et complètement défiguré, bien que le corps de Clara Petracci n'ait pas été aussi gravement endommagé, probablement parce que le dictateur était au centre du mépris violent du peuple italien. En guise de vengeance, les communistes ont pendu les corps, la tête en bas, dans une station-service. Ce n'était pas arbitraire, car c'était la même méthode d'humiliation publique post-mortem que celle utilisée par les hommes de Mussolini pour punir les communistes rebelles. En fait, les corps de 15 partisans antifascistes avaient été pendus de cette manière dans cette même station-service quelques mois avant que le corps du duce lui-même n'orne ce sinistre spectacle, une curieuse célébration à la fois du triomphe et de la vengeance. Aujourd'hui encore, on débat pour savoir si cette manière de traiter les corps du duce et de sa femme était correcte, ou s'il s'agissait d'un excès de brutalité qui révélait le pire côté des mouvements rebelles. Et toi, qu'en penses-tu? Laissez-nous votre avis dans la section commentaires ci-dessous. La vérité est que la mort de Mussolini a eu un impact profond sur le reste des mouvements fascistes européens et a même contribué à façonner la mort d'Adolf Hitler. Nous entendons par là que plusieurs sources ont affirmé que le Führer, alors qu'il se cachait dans son bunker pour échapper à l'avancée des soviétiques, a reçu des photographies des cadavres défigurés du duce et de sa maîtresse. C'est la vue de ces atrocités qui, selon les récits de Hermann, Göring poussa Hitler à ordonner qu'après sa chute, ses restes et ceux d'Eva Braun soient brûlés dans la cour de la chancellerie. Le Führer craignait profondément que leurs corps ne tombent entre les mains des communistes pour être humiliés publiquement, et il considérait les outrages contre Mussolini et Petracci comme des actes de sauvages et non d'humains. Certains historiens affirment également que la nouvelle a profondément affecté Hitler et l'a finalement conduit à démissionner, ce qu'il fera 2 jours plus tard, le 30 avril 1945. Cependant, alors que la plupart des descendants d'Hitler préférèrent se cacher et signèrent même un pacte de non-reproduction, bannissant ainsi à jamais les gènes du Führer de notre terre, les enfants et petits-enfants de Mussolini préférèrent prendre d'autres chapitres et forger leur propre histoire. Une saga qui comprend des chefs d'orchestre, des pianistes de jazz et des critiques de cinéma, mais dont les enfants ont donné naissance aux politiciens d'extrême droite italiens actuellement au pouvoir. La famille Axe, à la recherche des héritiers de Benito Mussolini. Rachel et Benito ne se marièrent qu'en 1916, en union civile, alors qu'ils avaient déjà eu leurs 2 premiers enfants, Eda et Vittorio, qui était un pilote de guerre, aventurier et plus tard producteur de cinéma qui passa une partie de sa vie en Argentine avant de revenir plus tard, fortement impliqué dans les studios Cinecittà en Italie. Bruno Mussolini, le 3e fils, était également aviateur et mourut en 1941, alors qu'il commandait un escadron pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père a présidé les funérailles. Le suivant fut Romano, venu au monde en 1927, à l'apogée du régime de Mussolini. Il était peut-être le plus artistique de tous et se consacra à être chanteur, trompettiste et pianiste dans un groupe de jazz. Il n'avait aucun lien politique avec le fascisme et en 1962, il a joué dans un mariage très médiatisé avec Anna Maria Cicolone, plus connue comme la sœur de Sophia Loren, la mégastar italienne, qui était déjà une icône mondiale avec un Oscar à son actif pour son rôle principal dans le sensationnel 2 femmes de Vittorio De Sica. De cette union est née Alessandra Mussolini, qui a connu une popularité notable dans les années 1990 et a été liée au tout aussi controversé leader de droite Silvio Berlusconi. Romano se sépare et se remarie en 1975 avec une autre actrice avec laquelle il a eu Rachele Mussolini, une jeune femme si belle qu'elle a reçu le titre de Miss Italie et qui est actuellement conseillère au conseil municipal de Rome pour le parti de Giorgia. Meloni. La plus jeune des filles de Mussolini était Anna Maria, la seule qui était avec sa mère lorsqu'ils furent informés du meurtre brutal du duce par les partisans, en avril 1945. Ils se réfugiaient près du lac de Côme. Ils furent arrêtés et enfermés pendant 3 ans sur l'île d'Ischia. Également bohème, elle se consacre à la diffusion musicale et épouse le présentateur de télévision Giuseppe Negri. Il est mort jeune, en 1966, et avait 2 filles, dont l'une, Eda Negri Mussolini, était mère de Germano à Rimini et a écrit une merveilleuse biographie sur sa grand-mère, Donna Rachele, appelée Mia Nonna.
la vie d'une femme floue dans l'histoire, mais fragment de la mémoire d'une Europe en guerre. On ne sait pas si la dynastie s'arrête là, mais ce qui est sûr, c'est que les personnalités diverses et quelque peu histrioniques des descendants de Mussolini promettent de continuer sur les traces de leur père et de leur grand-père, puisque Caio, l'arrière-petit-fils du Duce et fils de Vittorio Mussolini, s'est également impliqué dans la politique italienne à droite traditionnaliste. À l'heure actuelle, le seul autre arrière-petit-fils qui profite de la vie publique est Romano Benito Fioriani Mussolini, le fils d'Alessandra, qui n'a aucun lien direct avec la politique mais a joué au football pour la Lazio, le club sportif de Rome aux profondes racines fascistes. La continuité du mal, l'histoire de Rachele Mussolini, la petite fille de Mussolini qui a inspiré Meloni. Fille du musicien Romano Mussolini et de sa seconde épouse, l'actrice Carla Puccini, Rachele Mussolini est née il y a 5 décennies à Rome et selon elle, son père lui a appris la tolérance, la gentillesse et la lutte contre les préjugés. Romano voulait laisser derrière lui l'héritage de son père et avait même honte de voir le salut fasciste en public. Des préjugés, Rachele l'a expliqué à plusieurs reprises, qu'elle-même a vécu en raison du fait qu'elle portait un nom de famille lié à un chapitre sombre de l'histoire du monde. Depuis plus de 20 ans, elle est liée à l'action politique de l'extrême droite en Italie, d'abord lorsque Rachele rejoint le parti Alliance Nationale, une organisation post-fasciste dirigée par Gianfranco Fini, puis lorsqu'elle est rebaptisée Frères d'Italie sous la direction implacable de l'actuel Premier ministre italien Giorgia Meloni, en tant que refondatrice du mouvement en 2012. En 2016, elle a officiellement rejoint le groupe politique d'extrême droite, devenant membre du conseil municipal de Rome, et en 2021, elle est devenue la politicienne la plus votée au sein des Frères d'Italie. Elle s'est définie comme modérée, centriste et pas aussi à droite que la dirigeante Giorgia Meloni et son parti, au point que cela a généré plusieurs tensions internes. Rachele a publiquement défendu l'idée d'une famille progressiste et laïque en opposition à la vision catholique, conservatrice et traditionnaliste d'une partie de son parti, même si elle la respecte. Ces tensions ont finalement conduit Rachele Mussolini à quitter le parti de Meloni en 2024, justifiant son départ auprès de ses collègues du parti par des raisons personnelles et une sensibilité politique, tout en déclarant aux médias qu'elle souhaitait s'engager sur une nouvelle voie qui lui soit propre. La vérité est que, même si elle ne renonce pas à son nom de famille, Rachele a attiré l'attention par sa modération malgré sa tradition politique, allant même jusqu'à prendre position pour la communauté LGBT face aux attaques qu'elle a subies lors de la présentation des Jeux olympiques de Paris. La modération de Rachele Mussolini a également été marquée par son départ du parti d'extrême droite géorgien Frères d'Italie. Meloni se tourne vers le projet européiste Forza Italia d'Antonio Tajani, un parti beaucoup plus centriste qui associe le libéralisme à la démocratie chrétienne. Les électeurs de droite ont remis en question la décision de Mussolini d'atténuer ses discours, contrairement à ce qu'a fait sa demi-sœur Alessandra, qui considérait la droite modérée comme un problème pour le pays. Pourtant, son nom de famille ne laisse personne indifférent. L'héritage du Duce est un drapeau en soi en Italie, et il semble que ces petites filles ne puissent échapper à leur héritage fasciste, même si elles le combattent sans trop d'efforts. Sa perspective progressiste semble parfois forcée, et certains journalistes politiques ont affirmé que la petite fille de Mussolini cherche un rôle plus important et rêve même de défier Meloni pour le pouvoir, plutôt que d'occuper une position mineure dans son parti. Peut-être que ce nom résonnera à nouveau fort dans le monde à venir. La reine du fascisme, l'incroyable histoire de Alessandra Mussolini, diva et figure de proue de la droite italienne. Romaine de naissance et d'éducation, Alessandra Mussolini est née d'une union improbable entre les forces politiques les plus sombres et les stars de cinéma les plus brillantes de l'histoire italienne. Son père était Romano, le 4e fils de Benito Mussolini, et sa mère, Anna Maria, est la sœur de Sofia Loren, l'une des actrices italiennes les plus appréciées et une icône d'Hollywood dans les années 1950 et 1960. Elle est la demi-sœur aînée de Rachele Mussolini, et bien que sa carrière soit moins connue, Alessandra a également développé une carrière dans la politique italienne. L'histoire sinueuse de la vie d'Alessandra est le reflet de ses origines excentriques. Au début, il fait ses premières apparitions sur grand écran avec l'aide de sa tante Sofia.
Elle s'installe ensuite brièvement à Los Angeles et joue quelques seconds rôles dans plusieurs productions cinématographiques, dont un drame d'époque nominé aux Oscars intitulé A Special Day, sorti en 1977. Dans les années 1980, la jeune Mussolini est déjà considérée comme une beauté et pose pour le magazine pour adultes Playboy, et s'aventure même dans la musique, mais pas dans le monde du jazz que son père habitait, sortant à la place son propre album pop intitulé Amore, qui n'a pas triomphé en Occident, mais incroyablement, est devenu un classique culte au Japon. Au cours de la décennie suivante, il abandonne cependant le monde du spectacle et décide de mettre son nom de famille au service de la politique. Représentant Naples, la ville de sa mère, Alessandra Mussolini s'est présentée aux élections législatives en tant que membre du mouvement social néofasciste en 1992, la même année qu'une adolescente. Giorgia Meloni a rejoint le même parti. À ce moment-là, tous les médias de télévision et de presse écrite se sont précipités pour interviewer la femme sur les raisons pour lesquelles elle s'était engagée en politique. À laquelle elle a répondu « Avec mon grand-père, au moins, il y avait une position, un sens des responsabilités, un bon sens et un amour pour l'Italie qui n'existe plus. » Alessandra a finalement été élue députée et a servi comme telle pendant 12 ans jusqu'à ce qu'en 2003, elle décide de quitter son parti, qui avait été converti en un projet plus modéré appelé Alliance nationale et dirigé par Gianfranco Fini, qui a qualifié le fascisme de « mal suprême » et a provoqué la colère d'Alessandra. Incroyablement, des années plus tard, sa demi-sœur Rachele ferait le contraire. En 2004, Alessandra est devenue la première femme italienne à avoir son propre parti politique lorsqu'elle a fondé un nouveau parti nationaliste, appelé Libertà di Scelta, qui signifie liberté de choix, qui sera plus tard rebaptisé Azione Sociale, qui, avec d'autres partis nationalistes, a formé une coalition appelée Alternative Sociale. En 2004, lors de la 6e législature du Parlement européen, la coalition a obtenu 1,2% des voix italiennes, ce qui lui a permis de devenir députée au Parlement européen. En 2008, Mussolini s'est allié au Magna et Premier ministre Silvio Berlusconi a rejoint son parti comme députée et est devenue sénatrice et députée européenne, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2019 avant de se retirer définitivement de la politique en 2020. Tout au long de sa carrière politique, Alessandra Mussolini a été une fervente défenseur du nationalisme italien et une sorte de garde du corps de la réputation de son grand-père. Cependant, Alessandra a également une longue liste de scandales et de controverses à son actif. Son explosion la plus infâme à ce jour a eu lieu lors d'un débat avec Vladimir Luxuria, le premier homme politique transgenre d'Italie, lors d'une émission de télévision de fin de soirée en 2006, au cours de laquelle Mussolini a fait sa célèbre déclaration homophobe. Ce geste lui a valu le soutien de la droite, mais aussi d'immenses critiques de la part de larges secteurs de la société. Un autre problème récurrent était sa revendication de l'héritage familial, en plus de son refus prolongé et belliqueux de se distancer de son nom de famille, ce qui frise l'illégalité puisque l'Italie interdit l'éloge public du fascisme, y compris l'éloge des symboles ou des noms liés à cette période historique, et a été une source de grand opprobre public. Au fil des années, Alessandra a signé des photos de son grand-père, exigé que la presse fasse preuve de respect envers son grand-père, et insulté sur les réseaux sociaux diverses personnalités qui s'exprimaient contre le fascisme. La plus retentissante étant la fois où elle a insulté l'acteur américain Jim Carrey après avoir tweeté un dessin du cadavre de Benito Mussolini suspendu la tête en bas. Bien sûr, Alessandra ne célèbre pas la journée de libération antifasciste en Italie et elle s'est toujours prononcée contre la communauté LGBT, affirmant même qu'elle trouvait l'idée qu'un enfant voit 2 hommes se rouler dans son lit horrible, comme elle l'a mentionné dans une émission de télévision en 2016. Cependant, ses positions sur le sujet ont également évolué tout au long de sa carrière. Le dévouement servile de la politicienne de droite à la défense de l'honneur de son grand-père allait même jusqu'à affirmer qu'elle ne détestait pas les homosexuels, bien qu'elle en ait exilé des milliers dans les îles Trémiti, au large des côtes des Pouilles. Dans une interview, interrogée à ce sujet, Alessandra a répondu « Ma famille avait beaucoup d'amis homosexuels. Je ne nie pas les exilés, mais dépeindre la famille Mussolini comme homophobe est une erreur. » Cependant, cette perspective flexible s'est rapprochée du progressisme après avoir quitté la politique.
Après des décennies dans les tranchées de la soi-disant bataille culturelle contre le progressisme, défendant farouchement les valeurs ultra-conservatrices, Alessandra Mussolini a décidé de changer de camp et a été vue dans une séance photo agitant le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+. Ces dernières années, en tant que civil, l'ancien partisan de la ligne dure néofasciste s'est habillé aux couleurs de la Gay Pride, a défendu les personnes trans et non-binaires et a même appelé à une plus grande fluidité des genres dans les institutions italiennes, ce qui va complètement à l'encontre de la ligne du Premier ministre Meloni. Cela a bien sûr provoqué une profonde rupture avec le Premier ministre italien qui, après ce qu'elle considérait comme une trahison des petites filles de Mussolini, a décidé de rompre tous les liens personnels et politiques. Aujourd'hui, Alessandra Mussolini est à l'avant-garde des militants, qui s'opposent directement à l'approche adoptée par le gouvernement nationaliste de Meloni, qui a pris des mesures pour rendre la vie plus difficile à certaines personnes LGBTQ vivant en Italie. Par exemple, lorsque les procureurs italiens ont tenté de retirer les certificats de naissance des enfants de familles homosexuelles en 2023, Alessandra a exhorté le Parlement européen à intervenir. « Nous devons défendre les enfants contre tout et tous », a-t-il soutenu, demandant que les certificats de naissance soient reconnus quelle que soit la manière dont les enfants en question ont été conçus. Il a également déploré la décision du gouvernement italien, la qualifiant d'indigne d'un pays civilisé. Début 2024, Alessandra s'est publiquement opposée à Meloni, se plaignant que les passeports des députés européens ne comportaient que les options hommes et femmes. Le changement d'idéologie à 180 degrés opéré par la petite fille de Mussolini a attiré l'attention, non seulement parce qu'elle est en désaccord avec son parti politique, mais parce que son changement d'opinion contraste avec les tendances plus larges parmi les conservateurs du monde entier, qui ont commencé à adopter des attitudes plus violemment hostiles envers les homosexuels, en particulier aux États-Unis et dans certains pays de l'Union européenne. Dans le même temps, la femme puissante qui apparaissait à la une des journaux avec un t-shirt sur lequel était écrit « Ramenez mon grand-père », en référence au duce Benito Mussolini, semble être devenue une chose du passé. Cependant, le changement radical a été expliqué par la femme par sa relation avec ses propres enfants, qui sont beaucoup plus progressistes mais maintiennent un profil très bas. En discutant avec mes enfants, j'ai compris que pour eux, l'orientation sexuelle n'est même pas un problème. C'est comme mettre une robe que l'on peut changer et personne ne se soucie de son apparence. Alors qu'Alessandra, comme Rachele, a déçu l'extrême droite italienne, il y a toujours un Mussolini qui peut porter le drapeau du Duce, un arrière-petit-fils perdu en Amérique latine qui a décidé de retourner en Italie pour renouveler ses vœux avec le fascisme. L'avenir néofasciste, Caio Mussolini, le dernier héritier du duce, le nom de famille Il Duce, est une marque indélébile pour les nostalgiques du régime et les nouveaux militants ultranationalistes italiens. Et le mot Mussolini, comme le montrent les histoires de Rachele et d'Alessandra, est une marque personnelle qui garantit, au moins, une place dans la politique contemporaine. Il n'est donc pas surprenant qu'un arrière-petit-fils du dictateur, né en Argentine et élevé au Venezuela, veuille porter ses opinions autoritaires et antidémocratiques au Parlement européen. Caio Giulio Cesare Mussolini, qui s'est présenté publiquement comme candidat à Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite dirigé par Meloni, pour les élections au Parlement européen du 26 mai 2019. C'est l'ascension vers la gloire de Caio, qui a 50 ans, décide d'entrer en politique pour la première fois de sa vie. Cependant, Caio a mentionné à plusieurs reprises qu'il n'était pas particulièrement fier de son nom de famille. Dans plusieurs interviews, il a mentionné « En Italie, quand j'appelle un restaurant pour réserver une table et qu'on me demande mon nom, parfois on raccroche. D'autres fois, on me rappelle et on me demande « Êtes-vous de la famille ?» Mais ce qui avait été un fardeau pendant de nombreuses années a fini par devenir un ticket gagnant pour Strasbourg, la ville française où se trouve le Parlement européen. Caio a une longue lignée d'Argentins dans sa famille. Son grand-père, Vittorio Mussolini, deuxième fils du duce Benito et de Rachele Guidi, s'est exilé à Buenos Aires après la chute du régime allié aux nazis d'Adolf Hitler. Il était déjà marié à Orsola Buvoli, née à Buenos Aires en 1914 et qu'il rencontre à Rome en 1937. Ils ont 2 enfants, Guido et Adria. Ils se séparent et Vittorio rencontre Monica Buzzegoli de Rosario.
qui n'a que 15 ans et 20 ans de moins que lui, avec qui il retourne en Italie. Guido, qui a grandi dans la capitale argentine, a toujours ressenti de la nostalgie pour la ville qu'il aimait. En tant qu'Argentin, il a épousé Marta Vallejos et a eu 2 enfants, Caio et Martina. Il a divorcé et s'est remarié avec Anna Maria Ricci, avec qui il a eu 2 autres enfants, Orsola et Vittoria. Caio est né à Buenos Aires le 4 mars 1968. Curieusement, Caio est quelques années plus âgé que sa tante Rachele, née en 1974. À l'âge adulte, Caio Mussolini vivait à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, d'où il dirigeait le bureau du Moyen-Orient du plus grand entrepreneur de défense italien, Finmeccanica, qui construit de tout, des hélicoptères aux avions d'entraînement et des trains aux satellites. Un journaliste qui lui a rendu visite a décrit le lieu et a mentionné qu'il n'y avait aucune référence au Duce, bien que parmi les photographies en noir et blanc encadrées sur les murs, on pouvait voir une photographie de Vittorio, le grand-père de Caio et le fils de Benito. Il y avait aussi une photographie d'un bombardier Kantz 1007 que Vittorio a piloté pendant son service dans l'armée de l'air italienne pendant la Seconde Guerre mondiale, accompagné d'un modèle du même avion qu'il a trouvé par hasard dans un magasin de jouets en Italie. Caio n'a jamais fait de déclaration proche de la politique de son arrière-grand-père, mais il s'identifie complètement à son grand-père Vittorio, dont il raconte ce souvenir. Il s'était réfugié dans une église et s'était déguisé en moine pour échapper à la colère des partisans. Ma grand-mère, avec mon père, qui avait environ 8 ans, et ses sœurs sont allées lui rendre visite. Quand mon père a vu Vittorio, il s'est mis à crier « Papa, papa !» Ma grand-mère l'a giflé et a dit « Non, ce n'est pas papa, c'est un père de l'église !» Vous imaginez bien qu'ils auraient pu le tuer s'ils avaient entendu ça. Vittorio s'est retrouvé à Buenos Aires où il a ouvert plusieurs restaurants italiens avec son fils. En 1978, pendant la dictature argentine, Guido a déménagé avec toute sa famille au Venezuela. À l'époque, c'était le pays le plus riche de la région. Caio avait 10 ans. À ce propos, il a déclaré « J'étais heureux de ce départ. Personne ne m'a jugé sur mon nom de famille. J'étais détendu, ils ne m'ont pas dérangé. J'ai un lien fort avec le Venezuela. C'est un pays que j'aime, c'est là que j'ai étudié. J'ai encore beaucoup d'amis et je parle mieux l'espagnol que l'italien. C'était un endroit formidable pour grandir, mais les choses ont changé maintenant, malheureusement. Bien sûr, il est un grand opposant au régime de Maduro. En 1986, il est admis à l'Académie navale italienne, un processus qui s'avère très difficile pour lui, car il doit étudier sous pression et dans un environnement exigeant. Le niveau de préparation était très élevé. Finalement, il est devenu officier de sous-marin. Caio a déclaré « Je me suis engagé pour 2 raisons. Premièrement, l'équipage d'un sous-marin est très réduit, ce qui implique d'emblée de grandes responsabilités. Deuxièmement, j'ai aimé l'environnement, c'était comme une famille. Il fallait être très pragmatique. » Au sein de la force, il a passé 8 ans sous l'eau, dont il se souvient avec une certaine nostalgie. À ce propos, il a déclaré « C'est une expérience unique et enrichissante. Il n'y a pas d'individualisme. Tout est partagé. C'est un tout petit espace. Même le lit est partagé à tour de rôle. On est entouré par la mer, mais souvent il n'y a pas d'eau, même pas pour se baigner. Et le pire, c'est la nourriture. Donner de la nourriture d'astronaute à des Italiens est un affront grave. Au cours de ses années de service, il a participé à diverses missions de l'opération militaire de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie au soutien de l'armée et des marines italiennes en Albanie et au Kosovo. En 1998, il prend le commandement du navire de guerre italien MTC Gorgona A5347. 1 an plus tard, il décide de prendre sa retraite pour créer sa propre entreprise. C'est à ce moment-là qu'il a fini par vivre dans le golfe Persique. 10 ans plus tard, il a cru qu'il était temps de se consacrer à la politique et de tirer profit de son nom de famille, très demandé par tous les petits partis de droite et néofascistes du monde entier. Mon arrière-grand-père a fait beaucoup de bonnes choses et a commis quelques erreurs, mais nous devons nous concentrer sur les principes de restauration de la souveraineté et de protection de notre pays et de notre famille, a-t-il déclaré dans son premier discours. Actuellement, Caio se consacre à l'écriture sur l'immigration. Et bien qu'il ne fasse plus partie du gouvernement de Meloni, il reste membre du parti et aspire à être à nouveau candidat à l'avenir, revendiquant l'héritage de son grand-père, bien qu'il insiste sur le fait que
Le fascisme est mort en 1945 lorsque les partisans ont assassiné Mussolini. L'héritier illégitime, l'incroyable histoire du fils méconnu de Benito Mussolini. Enfin, nous aborderons la mort du fils illégitime de Mussolini, car cette histoire est imprégnée de mystères et de trahisons possibles. Pour comprendre ces événements, il faut d'abord approfondir un peu plus les origines de celui qui deviendra le Duce. Benito Mussolini est né en 1883 dans une famille modeste. Son père était un forgeron aux idéaux socialistes qui a profondément influencé la façon de penser de son fils. Lorsqu'il quitta l'enfance et devint adolescent, il étudia dans une école dirigée par des moines qui détectèrent quelque chose d'étrange dans sa personnalité. On disait qu'il était timide, même s'il devenait parfois rebelle et défiait ses aînés. Il est clair que dès son plus jeune âge, il portait en lui la volonté de rompre avec l'ordre établi et de modifier le cours des choses. En 1902, Mussolini s'installe en Suisse pour éviter le service militaire obligatoire dans l'armée italienne. Lors de son séjour à l'étranger, il est entré en contact avec des militants de gauche qui lui ont appris que l'action directe et le recours à la violence étaient nécessaires pour renverser le gouvernement. Il est devenu un socialiste militant et a adopté la ferme conviction que la démocratie était une pantomime du capitalisme visant à subjuguer les travailleurs et devait donc être détruite. En 1904, il retourne en Italie, car il y a une amnistie générale pour tous ceux qui ont fui leurs obligations militaires, comme c'est son cas. 5 ans plus tard, il travaillait déjà comme journaliste et obtint un emploi de secrétaire à Trente, une ville située dans l'Empire austro-hongrois. C'est précisément ici que sa première femme est née. Bien que les détails de la vie privée de Mussolini à cette époque soient inconnus, on sait qu'aux alentours de 1910, il forma un couple avec Ida Dalser, la fille d'un homme politique mineur. Elle possédait un salon de beauté à Milan qui était souvent fréquenté par les femmes italiennes de la haute société. Dalser gagnait beaucoup plus d'argent que son mari, qu'elle aidait financièrement car il traversait une période personnelle difficile à l'époque. Mussolini avait été expulsé du Parti socialiste pour avoir favorisé la participation de l'Italie à la Première Guerre mondiale. Le futur dictateur fonda son propre journal nationaliste de droite grâce à l'argent de Dalser. On dit qu'elle aurait été jusqu'à mettre ses bijoux en gage et vendre son salon, tout cela dans le but de lui faire plaisir et de financer ses activités politiques. Ils se marièrent en 1914 et l'année suivante, ils eurent leur premier et unique enfant qu'ils nommèrent Benito Albino Mussolini. La vie du garçon fut difficile dès le début car son père trompait sa mère avec de nombreuses femmes. Le mariage fut bref et prit fin lorsque Mussolini abandonna sa femme pour l'une de ses maîtresses, Rachele, Guidi, avec qui il eut plusieurs autres enfants. D'autre part, il n'a jamais accepté Benito Albino, qu'il n'a jamais considéré comme son véritable descendant, et a fait tout son possible pour oublier son existence. À la fin de la Première Guerre mondiale, à laquelle il participe comme soldat, le futur Duce fonde le parti fasciste et, en 1922, il mène la célèbre marche sur Rome accompagné de 25 000 paramilitaires surnommés les Chemises Noires. Le roi d'Italie, impressionné par cette démonstration de force, le nomma Premier ministre de son cabinet, lui donnant ainsi la clé du gouvernement et lui permettant d'entamer le chemin de la dictature. Mussolini savait que, pour être accepté par la population, il devait présenter l'image d'un homme au passé sans tache, sans aucun antécédent d'immoralité ou d'indécence. Si l'on apprenait qu'il n'avait jamais divorcé de sa première femme et qu'il avait épousé une autre femme, sa carrière pourrait être considérée comme terminée. Techniquement, il était bigame et il a également abandonné son fils. La première chose que fit le Duce fut de placer une garde policière autour de sa première femme, Ida Dalser, pour s'assurer qu'elle ne parle pas. Il a également ordonné que Benito Albino soit surveillé et que tous les documents et dossiers bureaucratiques relatifs à son mariage raté soient détruits. Rien de tout cela ne suffit à faire taire Dalser, qui dénonce Mussolini comme un adultère et un traître à la patrie, puisqu'il aurait accepté des pots de vin des Français pendant la Première Guerre mondiale. Le dictateur, voyant que son ex-femme ne restait pas silencieuse, la fit arrêter en 1926 et interner dans un établissement pour malades mentaux. Les médecins ont décidé de la déclarer folle et incapable de prendre soin d'elle-même. Elle a donc dû rester là indéfiniment. Après 11 ans dans une camisole de force,
Ida Dalser est décédé pour des raisons inconnues, bien que l'on soupçonne qu'il s'agissait d'une hémorragie cérébrale. Quant au fils illégitime du Duce, les officiers fascistes l'informèrent que sa mère était morte dès son arrestation et l'envoyèrent dans un orphelinat. À l'âge de 15 ans, il fut adopté par un ancien chef de police de la ville de Sopramonte, qui avait de profondes sympathies pour le régime de Mussolini. Les experts supposent que c'était la façon du dictateur de garder le jeune homme sous contrôle sans entrer en contact direct avec lui. La vie du garçon fut cependant difficile, car même s'il savait qui était son vrai père, il lui était interdit de lui donner un nom et il fut même contraint de changer son nom de famille en Bernardi. Lorsque Benito Albino a atteint l'âge adulte, il s'est enrôlé dans la marine royale italienne. Il est donc probable qu'il ait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tous les avertissements, le garçon a continué à prétendre qu'il était le premier-né du Duce. Cela a conduit à son arrestation et à son internement dans un établissement psychiatrique de Milan, tout comme sa mère. Ce qui s'est passé ensuite est entouré de mystères. Le 26 août 1942, Benito Albino est déclaré mort par les médecins qui le soignent. La cause de sa mort n'est pas claire, car une version affirme qu'il est mort après avoir reçu une injection d'une surdose de médicaments pour provoquer un coma. Selon d'autres sources, le personnel de l'hôpital serait allé trop loin en lui administrant une thérapie par électrochoc pour tenter de guérir ses prétendues hallucinations selon lesquelles il serait le fils de Mussolini. Même si dans les deux cas, cela aurait pu être une erreur fatale de la part des médecins, la vérité est que son père a cherché à la faire taire à tout prix. Bien qu'il soit impossible de le savoir avec certitude, car il n'existe aucun document pour le confirmer, il est fort probable que la mort de Benito Albino soit un assassinat ordonné par le Duce lui-même. La mort du premier-né, la tragédie de Yakov Djougachvili, le fils de Staline. Le 16 juillet 1941, le groupe d'armées centre de la Wehrmacht attaque l'armée rouge à Smolensk, au cœur du front oriental de l'opération massive Barbarossa d'Adolf Hitler pour conquérir l'Union soviétique. Le début des combats fut brutal et les soldats soviétiques se jetèrent sous les balles allemandes, car leur chef, Joseph Staline, avait ordonné qu'aucun homme ne se rende. Au début de la campagne, les Allemands réussirent à progresser à travers Smolensk et des centaines de prisonniers furent comptés parmi les victimes de l'armée rouge. Mais un soldat en particulier a retenu l'attention des officiers nazis. Il avait arraché son badge de son uniforme, contrairement à ses camarades. Après l'avoir emmené dans un camp de prisonniers de guerre, les services de renseignement nazis ont commencé à enquêter sur le soldat soviétique anonyme jusqu'à ce qu'un de ses co-détenus révèle son identité. Il s'agissait de Yakov Djougachvili, le fils aîné de Joseph lui-même, Vissarionovitch Djougachvili, mieux connu sous le nom de Staline. À leur insu, la Wehrmacht avait capturé l'héritier mâle de leur plus grand ennemi. Jakob Djougachvili a passé plus de 2 ans entre les mains des nazis, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort derrière les barbelés d'un camp de concentration. Le 14 avril 1943, le corps de Yakov a été retrouvé. Djougachvili a été retrouvé pendu aux clôtures électriques du camp de concentration de Sachsenhausen, où, en raison de son importance, il avait été placé avec des officiers britanniques de haut rang et des prisonniers politiques. Le fils de Staline ne s'entendait pas avec ses compagnons de cellule, et il existe de nombreuses versions entourant sa mort. Certains ont affirmé qu'il avait été assassiné par les Allemands après que Staline eut refusé de négocier un échange de prisonniers, ce sur quoi nous reviendrons plus tard. D'autres ont soutenu qu'il s'agissait d'un suicide, ce qui est l'une des théories les plus soutenues et les plus crédibles au fil du temps. Bien qu'en raison de sa relation complexe avec Staline, certains n'excluent pas qu'il s'agissait d'une opération soviétique secrète pour libérer les Allemands d'un puissant atout de négociation. Même le célèbre romancier Milan Kundera l'a dédié à Yakov Djougachvili, écrit un chapitre de son livre primé, L'insoutenable légèreté de l'être, dans lequel il affirme que le fils de Staline a été assassiné par ses compagnons de cellule britanniques, qui détestaient le comportement de l'homme soviétique, et même si certaines de ces hypothèses sont plus acceptées que d'autres, le doute persiste au fil du temps. Pour comprendre la complexité de la question, il faut comprendre que Joseph Staline avait une relation extrêmement difficile avec son fils. Yakov est né en 1907, alors que Staline était encore un jeune idéaliste révolutionnaire, entièrement dévoué à la lutte des classes et sans aucune fonction politique. Alors qu'il n'avait que 9 mois,
La mère du garçon mourut et Joseph décida d'envoyer son premier-né chez des parents éloignés pour qu'il s'occupe de lui pendant qu'il consacrait toute sa vie au soulèvement du prolétariat. Ainsi, père et fils furent physiquement séparés pendant plus de 14 ans, même si la distance émotionnelle allait durer pour toujours. Même lorsque Yakov, alors adolescent, décida de retrouver son père, qui était déjà devenu commissaire du peuple de l'Union soviétique, Staline ne parvint pas à créer de lien avec son fils. Le caractère de Yakov faisait que son père le détestait pratiquement car c'était un enfant timide, manquant d'affection et avec une certaine tendance à la dépression. Staline considérait son fils adolescent comme faible et lâche. Durant sa jeunesse, Yakov a commencé à étudier l'ingénierie à Moscou, mais son père a insisté pour que le jeune homme s'enrôle dans l'armée et il l'a fait, obtenant son diplôme d'officier d'artillerie en 1941, quelques semaines avant que les Allemands n'avancent contre l'Union soviétique. La vie de Yakov, qui à peine sorti de l'académie militaire, fut envoyé au front pour résister à l'opération Barbarossa d'Hitler, à la demande personnelle de son père. Joseph Staline voulait s'assurer que ses fils ne soient pas des lâches, et Yakov et son demi-frère, Artyom Sergeyev, étaient stationnés à Smolensk, l'une des régions qui subirait en premier l'assaut de la Wehrmacht. La bataille de Smolensk a commencé le 10 juillet 1941 et a été l'une des principales campagnes de l'opération Barbarossa. Le groupe d'armées, centre d'Adolf Hitler, reçut l'ordre d'avancer sur le front de l'Est à tout prix, et Joseph Staline, à son tour, ordonna à ses hommes de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne se rende. Le dirigeant de l'Union soviétique avait donné l'ordre de ne pas reculer d'un pas, qui obligeait ses officiers à exécuter leurs propres hommes s'ils se rendaient. Et parmi ces officiers se trouvait Yakov, qui servait comme lieutenant dans le 14e régiment d'obusiers de la 14e division blindée de l'armée rouge. Le fils de Staline dirigea ses hommes pendant les premiers jours de combat, qui furent les pires pour les soviétiques. Cependant, en une semaine, la position de Yakov fut submergée par les forces ennemies et ses hommes furent tués ou capturés. Le jour où Staline a pleuré la mort cruelle de Yakov Djougachvili dans un camp nazi, c'est ici que l'histoire commence à se ramifier, car à partir du moment de sa capture, les événements ont plusieurs versions. Certains prétendent que Yakov a refusé l'ordre de Staline et s'est rendu à l'ennemi avec ses hommes, tandis qu'un autre récit affirme que pendant que ses hommes fuyaient, Yakov est resté à son poste, criant « Je suis le fils de Staline, et je ne permettrai pas à mes hommes de se rendre ». Cette dernière version a été prise comme la version officielle, bien que cela soit contredit par le fait que son identité n'a été confirmée que quelques jours plus tard par les Allemands et qu'il avait lui-même arraché l'identification de son uniforme. Une semaine plus tard, le Troisième Reich annonça officiellement la capture du « fils de Staline », une nouvelle qui ne plut pas aux dirigeants de l'Union soviétique. Staline pensait que c'était un signe de faiblesse, et certaines sources proches affirment qu'il aurait préféré que son fils soit hors de portée sur le champ de bataille plutôt que de tomber entre les mains des Allemands. Pendant ce temps, les nazis exploitèrent l'identité de Yakov dans leur propagande, notamment sur des photographies où il était vu souriant aux côtés d'officiers nazis et même vêtu d'un uniforme SS. Jacob Djougachvili bénéficiait d'un traitement préférentiel, du moins par rapport à ses compatriotes soviétiques, qui furent torturés et affamés par les nazis. Le fils de Staline fut envoyé à Sachsenhausen, un camp de concentration dédié aux prisonniers politiques et aux prisonniers de guerre de haut rang, en particulier aux officiers britanniques. Alors que les prisonniers soviétiques mouraient sur leur propre terre ou dans des camps allemands, Yakov bénéficiait de visites quotidiennes d'officiers nazis qui voulaient se faire prendre en photo avec lui, et il participait à des événements qui lui apportaient un certain réconfort. 2 ans plus tard, Yakov reçut les premières nouvelles de son père, mais elles n'étaient pas positives. En 1943, après une campagne brutale, l'opération Barbarossa touchait à sa fin et le commandant de la puissante 6e armée allemande, Friedrich Paulus, s'était rendu à Stalingrad étant capturé par les soviétiques. Adolf Hitler voulait récupérer Paulus. Il envoya donc à Staline une proposition de négociation, son fils en échange du général de la Wehrmacht. Mais Staline a rejeté cette offre. Selon le ministre soviétique des Affaires étrangères Vyacheslav Molotov, Staline aurait déclaré que la vie de Paulus ne valait pas celle d'un prisonnier et aurait affirmé que tous les soldats soviétiques prisonniers étaient ses fils. Quelque temps plus tard, Hitler fit une autre offre,
la libération de Yakov en échange de celle de Léo Raubal, le neveu du Führer, mais Staline la rejeta à nouveau. Bien que l'on dise que Staline détestait son fils, il existe une légende selon laquelle il aurait orchestré à 2 reprises des missions de sauvetage ratées pour récupérer Yakov, bien qu'au-delà du fait qu'elles auraient eu lieu, on ne sait rien de la façon dont elles se sont produites. Ce que l'on sait, et qui fait encore l'objet de débats, c'est que le 14 avril 1943, Yakov Djougachvili, fils du plus grand dirigeant du Parti communiste, a été retrouvé mort pendu aux clôtures électriques du camp de Sachsenhausen. Le corps présentait également des blessures par balle. On pensait donc qu'il avait été abattu par les Allemands lors d'une tentative d'évasion. Mais comme nous l'avons mentionné au début, les possibilités et les hypothèses entourant la mort de Yakov n'ont jamais été entièrement claires. L'hypothèse principale est qu'il s'est écarté, car, rejeté par son père à l'adolescence, Yakov avait montré des signes de tendance, ce qui a conduit les historiens à croire qu'après que Staline ait refusé de l'échanger contre des prisonniers allemands, Yakov aurait intentionnellement couru vers la clôture pour être tué. Il existe cependant d'autres théories, comme celle qui prétend que Yakov aurait couru vers les clôtures électriques après une violente dispute avec ses compagnons de captivité britanniques, qui le détestaient particulièrement. Cette hypothèse se reflète dans les documents officiels que les Alliés ont récupérés du camp de concentration et qu'ils n'ont montrés aux Soviétiques que des décennies plus tard. Bien sûr, une autre théorie, moins répandue, propose qu'il ait été assassiné par les Allemands pour se venger de l'obstination de Staline et de la défaite en URSS. Le plus étrange est que, bien que tout semble indiquer que Staline détestait son fils aîné, certaines sources anonymes ont mentionné qu'en apprenant la mort de Yakov, Staline a regardé une photo de son fils et a pleuré, tout en disant qu'il avait été un vrai homme et que le destin l'avait traité injustement. Peut-être que le dirigeant soviétique lui a témoigné dans la mort le respect que Yakov n'avait jamais eu de son vivant. En 1977, Yakov a reçu un honneur posthume et un petit monument a été érigé à Smolensk, à l'endroit qu'il a défendu jusqu'à sa capture par les nazis. Héritier de Joseph Staline. Staline était un homme avec une vie de famille très complexe. Bien que l'on sache qu'il venait d'un foyer où son père exerçait une terrible violence physique et psychologique sur tous les membres de la famille, personne ne peut être sûr que ce soit la raison pour laquelle Staline montrerait plus tard un si grand détachement émotionnel envers sa propre progéniture. Le dirigeant soviétique avait 2 épouses, 3 de ses propres enfants et un enfant adopté. Ses descendants avaient des sentiments différents à l'égard de leurs parents controversés. Certains étaient fiers de leur relation, tandis que d'autres essayaient de la cacher. Joseph Djougachvili, comme Staline était connu avant d'adopter son célèbre pseudonyme, était très proche de sa mère, une femme qui l'entourait d'amour, travaillait dur pour soutenir son fils et voulait qu'il devienne prêtre. Son père était un gros buveur et battait souvent son fils et sa femme. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné en parlant de la vie et du terrible destin de Yakov, le premier-né de Staline, la première histoire d'amour du dictateur communiste a été marquée par la tragédie et l'impuissance. Bien que l'histoire de Yakov soit vraiment la plus intéressante des descendants du dirigeant brutal et légendaire de l'Union soviétique, la vérité est que son premier-né et le reste de ses enfants ont également laissé leurs propres descendants ou histoires à raconter. Yakov a eu 3 enfants de 3 femmes différentes. La fille de sa première femme est morte en bas âge, mais ses 2 autres enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte. En 1936, elle a eu un fils, Evgueni Djougachvili, né de sa compagne Olga Golicheva, qui, ironiquement, était une amie proche de la 2e épouse de Staline, Alilouyeva. À l'âge adulte, Evgueni est devenu historien militaire, a participé à de nombreux documentaires sur Staline et était un stalinien ardent qui a défendu l'héritage de son grand-père malgré les soupçons selon lesquels il avait ordonné l'assassinat de son père ou même l'avait laissé mourir aux mains des nazis. Evgueni a vécu à Moscou toute sa vie jusqu'à sa mort en 2013. Il a eu 2 fils, Vissarion, né en 1965, et Yakov, né en 1972. On sait peu de choses à leur sujet, bien que certaines sources journalistiques affirment que tous 2 sont encore en vie aujourd'hui. Les dernières enquêtes sur cette affaire ont révélé que Vissarion s'est enfui aux États-Unis où il a obtenu l'asile politique après avoir été battu en Géorgie à cause de son nom de famille. Yakov est un artiste vivant en Géorgie, le joyau du Caucase,
En 2006, Yakov a demandé à Vladimir Poutine d'enquêter sur les circonstances de la mort de son arrière-grand-père, car il pensait que Staline avait été assassiné par ses opposants politiques. Nous revenons maintenant au premier-né de Staline, puisqu'en 1938, Yakov a eu une fille nommée Galina Djougachvili avec sa deuxième épouse, la danseuse Judith Meltzer. Galina est devenue linguiste et experte en littérature algérienne et a épousé un citoyen algérien, Hussein Ben Saad, un fonctionnaire de l'ONU. Galina a écrit un mémoire sur sa famille intitulé « La petite fille du leader », dans lequel elle explore l'héritage du nom de famille Djougachvili dans un monde post-mur de Berlin. Galina est décédée en 2007, mais son fils, Selim Ben Saad, né en 1971, vit toujours à Moscou, dans l'appartement qui appartenait autrefois à son grand-père Yakov. Petits-enfants légitimes, l'histoire des enfants de Vassili et Svetlana Djougachvili. En 1918, Staline, âgé de 40 ans, épousa la fille d'un autre révolutionnaire, Nadejda. Alilouyeva, 17 ans, avec qui il a eu 2 enfants. Vassili, né en 1921, et Svetlana, née en 1926. Les relations entre le leader communiste et Nadejda étaient très turbulentes, et en 1932, la femme de Staline quitta la scène. Cela a bien sûr eu un impact sur la vie des enfants. Même enfant, Vassili était connu pour sa nature enjouée et ses mauvaises notes scolaires. La mort de sa mère a représenté un grand changement dans sa vie. À partir de ce moment, Joseph Staline a cessé de rendre visite à ses enfants. Seule la nounou et le chef de la sécurité de Staline s'occupaient de Vassili et de sa sœur Svetlana. Un officier, Sergueï Efimov, a été chargé de surveiller en permanence les 2 enfants qui connaissaient mieux les couloirs du KGB que ceux de leur propre maison. Staline recevait non seulement des rapports de surveillance d'Efimov, mais aussi des rapports de Vassili, dans lesquels le fils de Staline justifiait ses farces ou faisait des rapports sur ses soignants. À l'âge de 17 ans, Vassili exprima son désir d'intégrer la principale école d'aviation militaire de l'Union soviétique, située à Kacha. Il fut admis grâce à l'intervention directe de l'État, car les notes de Vassili étaient inacceptables, et au début, le fils de Staline reçut même un traitement spécial, comme une chambre individuelle, des repas dans le carré ou des permis de repos hebdomadaires. Mais son père intervint personnellement et Vassili perdit tous ses privilèges. En tant qu'officier de l'armée rouge, Vassili gravit rapidement les échelons. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est inspecteur de l'armée de l'air au commandement général. En décembre 1941, il est major et après quelques mois, il est promu colonel. Durant la guerre, il participa à 26 escarmouches aériennes et abattit 2 avions ennemis. À la fin de la guerre, il était général, commandant de la division aérienne. Il fut promu général de division en 1946, lieutenant général en 1947 et commandant de l'armée de l'air du district militaire de Moscou en 1948. Cependant, il fut rétrogradé à la suite d'un accident d'avion lors d'un défilé militaire le 27 juillet 1952, lorsque Vassili insista pour que l'avion vole malgré le mauvais temps, probablement dû à l'ivresse, provoquant le crash de 2 bombardiers Tupolev 4. Contrairement à Yakov et à ses fils, Vassili portait officiellement et fièrement le nom de famille Staline. Cependant, après la mort de son père, la fortune de Vassili a pris un tournant. Il a été renvoyé des forces armées, emprisonné, puis exilé à Kazan et interdit de vivre à Moscou. Il a même été contraint de changer son nom de famille en Djougachvili. Vassili buvait beaucoup et, selon les rapports officiels, il est mort d'une intoxication alcoolique, bien que certains historiens doutent de cette théorie. En 1940, Vassili épousa Galina Bourdinkaya, avec qui il eut 4 enfants. Alexandre, Nadejda, Vassili et Svetlana, qui portaient presque tous le nom de famille Staline. Cependant, on en sait peu à leur sujet. Sa petite fille Anastasia, fille de Nadejda, la fille de Vassili, est toujours en vie. De plus, Vassili a adopté la fille de sa 3e femme et 2 filles de sa 4e femme. Ils portaient tous le nom de famille Djougachvili. Le plus célèbre des enfants de Vassili était son fils Alexandre Vassilievitch Burdonsky, né en 1941, juste au moment de la tristement célèbre invasion nazie de l'Union soviétique. Alexandre est né avec le nom de famille Djougachvili, mais l'a changé à l'âge adulte, profitant de son dévouement à l'art,
et l'a utilisé comme pseudonyme. Alexandre était un metteur en scène de théâtre et un acteur jouissant d'une bonne reconnaissance locale, ce qui l'a amené à travailler dans plusieurs théâtres de Moscou et à devenir professeur dans certains instituts renommés, bien qu'il n'ait jamais atteint une renommée internationale. Selon certaines sources, quand il était jeune, Alexandre se sentait hostile envers son grand-père, mais plus tard, selon ses propres mots, il a réalisé l'ampleur de sa personnalité. Dans le même temps, il a critiqué l'attitude fanatique envers Staline de son cousin Evgueni, le fils susmentionné de Yakov, qui a nié publiquement les crimes commis par son grand-père. Alexandre n'avait pas d'enfant et est décédé d'un cancer à l'âge de 75 ans en 2017. La deuxième fille de Staline, avec Nadejda Alilouyeva, était Svetlana, qui, bien qu'elle l'ait à peine rencontrée, a décidé d'adopter le nom de famille de sa mère à l'âge adulte. Il est né en 1926 et n'avait que 6 ans lorsque sa mère l'a quitté. En 1967, Svetlana fuit l'URSS et s'installe aux États-Unis. Déjà en exil, il écrit un livre sur sa famille intitulé « 20 lettres à un ami » qu'il dédie à sa mère, tentant de recréer sa personnalité et sa relation avec Staline à partir des souvenirs de ses amis. Le livre est devenu un best-seller et lui a rapporté beaucoup d'argent, lui permettant de vivre une vie confortable aux États-Unis jusqu'à sa mort. Svetlana a eu plusieurs maris. De son premier mariage, il eut un fils, Joseph. Alilouyev, né en 1945, devenu chirurgien cardiaque et décédé de cause naturelle en 2008. Son fils, le petit-fils de Svetlana, Ilya Voznesensky, né en 1970, travaille actuellement comme architecte et n'a pas de profil public. Svetlana a ensuite épousé Yuri Jdanov, son deuxième mari, avec qui elle a eu une fille, Yekaterina, née en 1950. Lorsque sa mère a émigré, Yekaterina l'a reniée et a rompu tous les liens avec elle. Elle vit actuellement dans un village du Kamtchatka, où elle travaille comme volcanologue. Ekaterina ne parle jamais aux journalistes et rejette toute relation avec Svetlana Alilouyeva. Finalement, aux États-Unis, Alilouyeva a épousé William Peters et a donné naissance à une fille, Olga Peters, née en 1971, qui a ensuite changé son nom en Chris Evans. En 2016, des photos d'Evans habillé en style punk et arborant des tatouages et des piercings ont fait surface en ligne, provoquant un tollé parmi les internautes russes et devenant un sujet d'actualité internationale ridicule. Ainsi se termine le voyage à travers les descendants plutôt ordinaires d'un homme qui était craint par le monde entier, même par sa propre famille.